Et l'invité politique est aujourd'hui François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Candidat de l'UPR à la présidentielle. On commence par cette information tombée ce matin. Les juges d'instruction qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif de plusieurs assistants FN au Parlement européen. Ces juges demandent la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Si vous étiez député européen, vous la voteriez, cette levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen ? D'abord, je ne suis pas député européen et je propose, moi, de sortir de l'Union européenne, de supprimer les postes de député européen. J'observe d'ailleurs que Mme Le Pen, dans son programme, qu'elle a en partie copié sur le mien, elle ne propose pas cette suppression des députés européens. Comme quoi, parce que vous savez que toute la famille Le Pen vit des députés européens. Tout ça, ce sont des affaires. Je pense que les Français en ont Il faut lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen ? J'en sais rien. Vraiment, je m'en fiche. Tout ça, ça fait partie de ce que les Français ne veulent plus voir. C'est-à-dire, les Français, ils ont besoin d'avoir un grand coup de balai sur la scène politique française. Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est que je sais qu'il y a des sondages qui me donnent pratiquement à 0,5. J'attends qu'il y ait des sondages qui me donnent à -2. Mais moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, moi, je vois énormément de gens qui se précipitent à mes meetings et je ne vois aucune dynamique, par exemple, sur Mme Le Pen, qui, excusez-moi, apparaît déjà comme quelqu'un du passé. Et je ne crois absolument pas, d'ailleurs, dans les scores qu'elle peut faire au sondage, pas plus d'ailleurs que M. Macron. C'est votre principal rival, Marine Le Pen ? Non. Moi, si vous voulez, je suis le seul candidat qui propose aux Français la revanche par rapport au 29 mai 2005, lorsque 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne et qu'ils l'ont eu quand même. Donc moi, je propose la revanche, je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et je suis le seul. Voilà. François Asselineau, le premier tour, c'est dans 9 jours. À combien vous estimez vos chances d'être au second tour ? Vous dites qu'il y a beaucoup de monde dans vos meetings, oui. Vous voyez au second tour ? Écoutez, moi je ne sais pas quel score je vais faire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les sondages actuels sont des faux. Voilà, ils ont une utilisation politique. Ils sont jour après jour instillés dans l'esprit des gens pour leur faire croire que de toute façon le sort serait joué. Il est impossible que je fasse les scores qui sont actuellement attribués par les sondages, pour la simple raison que nous avons rassemblé près de 1% des suffrages, voici près de 2 ans, aux élections régionales, alors qu'à l'époque, j'étais totalement inconnu et que nous avions 6 000 adhérents à notre mouvement, alors que maintenant, nous allons bientôt en avoir 25 000 et que mon taux de notoriété est en croissance verticale. C'est impossible. Comment vous l'expliquez ? De quoi ? Que vous apparaissez à 0,5% Eh bien, chez je nous. l'explique. Écoutez, hier, on trafique rien, nous. Non, mais c'est pas de vous qu'il s'agit. Je participais hier à une émission où on parlait. Il y a eu d'ailleurs une émission, je crois, à la télévision envoyée spéciale, qui montrait que les sondages sont des sondages bidouillés, en tout cas qui sont extrêmement sujets à caution, avec des faux, avec des gens qui sont par Internet. Moi, le seul sondage que je vois, c'est dans la rue. Je suis très souvent abordé par des gens qui me disent continuez, y compris d'ailleurs par des journalistes dans un certain nombre de rédactions qui viennent me voir en me disant ne croyez pas les sondages. 2, ce que je vois aussi, c'est que sur Internet, nous faisons, par exemple, notre chaîne YouTube Union Populaire Républicaine, elle est à 11 500 000 vues quand M. Macron est à 1 million de vues. Je vois que les bookmakers britanniques me mettent devant M. Benoît Hamon. Et je vois que sur YouTube, notamment les algorithmes montrent que nous sommes beaucoup plus recherchés, par exemple, que M. Benoît Hamon. Alors tout ça, ce sont des indices qui me paraissent beaucoup plus importants que les instituts de sondage, sur d'ailleurs l'intérêt desquels il faudrait s'interroger quels sont les propriétaires des sondages et des 5 instituts de sondage et pour qui appellent-ils à voter par ailleurs. Écoutez, on verra ça, dans 9 jours. On estime à environ un tiers le pourcentage d'électeurs indécis. Désolé de vous le dire, mais selon les sondages, qu'est-ce que vous leur dites à ces indécis ? Vous les rencontrez aussi ? Oui, d'abord on voit beaucoup d'abstentionnistes venir. Vous savez, les gens, les sondages, ils n'y croient plus du tout. D'ailleurs, pourquoi croiraient-ils encore à des sondages qui se sont toujours trompés ? Regardez, les sondages donnaient le Brexit écrasé. Bon. Aux États-Unis, les sondages donnaient Mme Clinton élue avec 99% de probabilité. Vous vous rendez compte ? C'est Trump qui a été élu. Les sondages nous indiquaient qu'à la primaire des Républicains, c'était forcément M. Juppé qui serait élu. À la primaire des Socialistes, forcément M. Valls. En fait, ces sondages, maintenant, ce sont tout simplement des opérations de manipulation de l'opinion publique. Il faut que les Français se laissent mettre ça de côté, qu'ils n'y croient plus, d'ailleurs ils n'y croient plus, et qu'ils ne jugent qu'en fonction de leur intérêt. Je voudrais leur dire quelque chose à tous les Français qui regardent cette émission. Voilà. Je voudrais leur dire que s'ils votent comme on leur dit de voter, ils vont avoir la même chose. Vous savez, je crois qu'il y a une citation qui a été prêtée à Albert Einstein, je crois, qui disait « La folie consiste à faire encore et encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. » Si les Français votent pour M. Fillon ou pour M. Macron, c'est-à-dire pour poursuivre la même politique que celle que l'on a depuis 15 ans, ils auront les mêmes résultats. Il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre dans un an en disant
On a encore plus de rigueur. On est en train de démolir les services publics. C'est que vous craignez d'être victime du vote utile? Oui, c'est ce que disent. C'est fait pour ça, les sondages. Les sondages diffusés dans les grands médias. Les sondages dans les grands médias sont faits pour mettre dans la tête des gens qu'il faut surtout qu'ils votent pour les 3-4 personnes. Il y a un complot, c'est ça que vous avez derrière? Non, c'est pas un complot. De toute façon, écoutez, pourquoi Madame Je vous pose la question. Pourquoi Madame Clinton était-elle donnée à 99% à votre avis? Est-ce qu'ils avaient raison, les sondages, ou pas? Quelle est votre réponse? Je dis que moi, il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ce soit Mme Clinton. Et lorsque M. Trump a été élu, d'un seul coup, ça a été la panique à bord. Et depuis lors, d'ailleurs, on voit que M. Trump, en fait, est progressivement ramené vers toute une série de politiques pour lesquelles il n'a pas été élu, d'ailleurs. Une question sur le favori des sondages, François Asselineau, Emmanuel Macron. Comment vous le jugez, le programme de Macron? Et je me suis déjà exprimé, c'est un sèche-cheveux, voilà. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Ça prend de la place, ça brasse de l'air chaud et c'est assez inutile en définitive. C'est un truc cosmétique, voilà. Bon, votre programme, il consiste à sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, pour que la France redevienne, vous dites, indépendante. Mais pour faire quoi? Quel bénéfice les Français peuvent en tirer? La démocratie. La démocratie, c'est-à-dire que déjà, ils pourront choisir leur politique. Parce qu'actuellement, si nous restons dans l'Union européenne, toutes les politiques sont déjà fixées. Sont déjà fixés par le rapport sur les grandes orientations de politique économique. Je ne cesse d'en parler depuis 3 semaines. Ça n'est jamais repris par aucun grand média. J'en profite encore pour le redire. Et les gens peuvent aller d'ailleurs sur notre site upr.fr. C'est la deuxième fois que vous nous le dites. Oui. D'ailleurs, c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Encore un indice. Eh bien, ils constateront que toute la politique est déjà fixée pour le deuxième semestre 2017. Baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, augmentation de la TVA, baisse des prestations chômage, baisse du SMIC, poursuite de la rigueur. Les collectivités locales vont subir encore une asphyxie financière. Voilà quel est le programme, sans oublier l'ubérisation généralisée de la société française. Donc les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, si d'aventure ils s'aventurent à voter pour M. Macron, pour M. Fillon, eh bien, on en reparlera dans 1 an ou 2, quand ils verront qu'ils sont ubérisés, qu'ils sont mis en concurrence avec les mêmes professions venues de Bulgarie ou de Roumanie. On va rigoler. François Asselineau, un cas concret. Whirlpool veut fermer son usine d'Amiens pour délocaliser l'activité en Pologne. 295 emplois directs sont concernés. C'est beaucoup, évidemment, sans parler des sous-traitants. Écoutez ce que nous a dit ces dernières heures, hier après-midi, cette syndicaliste. Tant qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de signé. Donc il y a des repreneurs potentiels. Enfin, on a connu des expériences où, au dernier moment, les repreneurs se sont retirés. S'assurer que ce sont de vrais projets industriels et pas une chasse aux subventions, ce qui pourrait être le cas. Qu'est-ce que vous dites ce matin à ces salariés inquiets de perdre leur job, et on les comprend? Eh bien, je leur dis que s'ils restent dans l'Union européenne, de toute façon, ils ne pourront rien. Parce qu'il y a un article dans les traités, l'article 63, qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. Ça veut dire que Whirlpool, de toute façon, s'ils estiment qu'il est plus profitable pour les actionnaires de créer une usine, je ne sais pas moi, au Bangladesh, en Chine ou autre, ou en Slovaquie, pour maximiser leurs profits, ils bénéficieront de cet article des traités européens. On avait vu, rappelez-vous, sous du temps de M. Hollande, il y avait M. Montebourg qui était le ministre du redressement productif. Vous vous rappelez, il allait, paraît-il, lutter contre les délocalisations. Je pense qu'il a dû essayer de le faire. Il a fait quoi? On n'a jamais eu autant de délocalisations que sous M. Montebourg. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les manettes. Les Français n'ont plus les manettes. Vous me dites pourquoi je veux sortir de l'Union européenne pour rendre aux Français les manettes. Moi, je vois ces 293 salariés. C'est encore 293 familles qui vont être plongées dans le désarroi, peut-être dans la précarité. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dirigés par les Français. Nous sommes dirigés par des traités européens et une oligarchie financière et industrielle qui dirige le tout. Vous voulez augmenter le SMIC de 150 €. Il passerait à 1 300 € net. Voilà, de 1150 à 2150 € net par mois, à 1300 € net par mois. Vous craignez pas de faire peur aux investisseurs en augmentant le coût du travail? La contrepartie de ça, c'est notamment une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants, les TPE, les PME. Pour le reste, je rappelle que si nous sortons de l'euro et que nous créons le franc,
on peut anticiper une baisse du franc par rapport au dollar de l'ordre de 5 à 10%, c'est-à-dire une légère dépréciation. Donc un appauvrissement des Français? Non, pas un appauvrissement des Français. Regardez. Comment vous dévaluez de 10% sans appauvrir? Non, parce que c'est la dépréciation. Écoutez, pendant toutes les 30 glorieuses, pendant les années 50, 60, 70, le franc s'est régulièrement déprécié par rapport au Deutschmark. C'est quand même le moment où les Français se sont le plus enrichis. La valeur externe d'une monnaie n'a aucun rapport avec l'enrichissement à l'intérieur d'un pays. Donc si nous avons 10%... On s'appauvrit quand on en sort. Oui, mais ça veut dire que les importations seront plus chères, ça c'est exact. Mais les exportations seront bien meilleur marché pour l'étranger. Ça veut dire que d'un seul coup, on va doper nos exportations et donc on va beaucoup créer d'emplois. Moi, si je propose de sortir de l'euro, vous savez, je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas des voix. J'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, je vis en France, j'ai un petit peu d'assurance vie, donc je suis le premier à veiller à mon patrimoine. Si je propose aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est parce que je sais que si nous sortons de l'euro, si nous recréons un contrôle des mouvements de capitaux, si le franc se déprécie de l'ordre de 10%, nous allons, à horizon de 2 ans, pouvoir faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A de 1,5 à 2 millions. C'est ça la clé de la reprise de l'emploi. Les autres, ils vous disent quoi? Du pipeau, c'est-à-dire un contrat emploi 21e siècle, jeune emploi, truc. Les gens n'y croient pas, ça ne marche pas. Ce sont des cautères sur des jambes de bois. Allez, on passe à l'actualité internationale et à votre projet international. Bachar el-Assad affirme que l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en Syrie le 4 avril dernier, qui a fait 87 morts, est une fabrication à 100%. C'est ce qu'il a dit à nos confrères de l'AFP. On va déjà écouter le président syrien. Les États-Unis sont complices des terroristes. Il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%. Ils ont monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque américaine contre une de nos bases aériennes. Est-ce que vous croyez Bachar el-Assad quand il dit que c'est une fabrication à 100%, cette attaque présumée chimique? Je n'en sais rien. Je ne vais pas plus créditer Bachar el-Assad de quelque crédit que ce soit, de quelque vérité que ce soit, que je ne le disais auparavant pour les informations venant du camp occidental. Dans ce genre de situation, vous savez, comme disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, il faut qu'il y ait une enquête internationale qui détermine quelles sont les responsabilités. Voilà ce que je sais. Les États-Unis sont complices de l'État islamique? Ah bah écoutez, il y a eu en tout cas, d'où viennent les armes de Daesh et de l'État islamique. Il y a beaucoup d'armes qui viennent du camp occidental. On l'a vu notamment lorsque Alep a été libéré. Et c'est ce que vous pensez, vous? Écoutez, moi, c'est ce qu'ont dit beaucoup de gens, c'est ce qu'ont dit il y a des généraux français, c'est ce que disent aussi des services de renseignement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'armes qui transitent notamment par la Turquie et qui seraient achetées ou financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça fait partie des informations dont on dispose. Voilà. De toute façon, tout ce qui concerne ces questions au Moyen-Orient ont un billet en termes d'information. Voilà, on a vu dans votre information que les États-Unis viennent de larguer une bombe énorme, la plus grosse bombe dont ils disposent sur l'Afghanistan avant de passer à l'arme nucléaire. C'est une bombe qui, paraît-il, lorsqu'on la largue, on la voit depuis à 32 km. On ne sait pas combien il y a eu de morts. Peut-être si, elle aurait fait 36 morts dans les rangs de l'organisation terroriste État islamique. Oui, peut-être. C'est-à-dire qu'une bombe comme ça, qui est presque une bombe nucléaire, elle aurait fait 36 morts comme ça. Qui est-ce qui peut en assurer? Qui est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas eu aussi des civils là-dedans? Moi, je n'en sais rien. Il faut être là-dedans très prudent. En tout cas, ce que je sais, c'est que la France devrait se garder d'être entraînée dans ce genre de conflit. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir de l'OTAN, parce que nous ne sommes plus ce que nous étions du temps de Charles de Gaulle, c'est-à-dire une puissance indépendante et souveraine. Mais on est assez puissant pour nous défendre tout seul et pour sortir de l'OTAN? Et pourquoi pas? Regardez, nous, la France, elle est quand même la 5e ou 6e puissance économique au monde sur 195 États. Alors, si la France n'est plus à la hauteur du monde, comment font les 190 autres? Il faut arrêter de penser que la France est toujours un petit pays. Regardez l'ensemble des pays du monde qui sont plus petits, qui se portent très bien, merci pour eux. À commencer d'ailleurs par les 3 pays d'Europe occidentale qui se portent le mieux selon toutes les statistiques, c'est la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Demain, c'est le 105e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Et l'actuel dictateur nord-coréen pourrait en profiter, se servir de ce prétexte pour effectuer un nouveau tir nucléaire. Donald Trump a envoyé un porte-avions près de la péninsule coréenne. Il menace, il dit qu'il pourrait frapper la Corée du Nord si Pyongyang mène cet essai. Donald Trump doit frapper le régime nord-coréen? Écoutez, moi je pense que c'est... En toute chose, il faut respecter le droit international. Voilà. Un État n'a pas le droit, fût-ce les États-Unis, de décider lui-même s'il intervient pour aller bombarder un autre État. Parce que ça s'appelle la politique de la jungle, c'est la politique de la loi du plus fort. Certains disent que je serais anti-américain. Non.
Moi, je vois loin, parce que peut-être que dans 20 ans, ce ne seront plus les États-Unis qui seront la première puissance, ça sera peut-être la Chine ou la Russie. Est-ce que vous souhaiteriez que la Chine ou la Russie interviennent et aillent bombarder un État qui ne lui plaît pas? Non. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je dis est vrai, non seulement des États-Unis, mais de la Russie, de la Chine et de tout autre État, y compris la France. Nous devons tous respecter le droit international. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité de réévaluer l'Organisation des Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Que les gens la relisent, elle est très bien faite. Et en respectant le droit international, quel rôle doit jouer la France justement dans cette crise nord-coréenne, crise coréenne? Alors, vous savez, la France, sauf erreur de ma part, n'entretient pas d'ambassade à Pyongyang. On a un vague bureau de représentation. D'ailleurs, c'est une erreur, parce que la plupart. Et on doit laisser faire Kim Jong-un? Écoutez, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire, le régime nord-coréen, bien entendu. Mais pourquoi est-ce qu'on interviendrait en Corée du Nord et pourquoi est-ce qu'on n'interviendrait pas ici ou là? C'est comme les interventions qui ont eu lieu en Syrie ou en Libye. Voilà. La Libye, le régime de Kadhafi, c'était sans doute pas quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce qui a fait suite? Qu'est-ce qui a fait suite au régime de Saddam Hussein? Et puis, qui détermine les États avec lesquels qu'il faut bombarder? Est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite est un modèle de démocratie? On y coupe la main des voleurs, on décapite les gens, on lapide les femmes adultères. Ça, c'est certain, mais ils ne mènent pas d'essais nucléaires. Oui, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas pour changer le régime en Arabie Saoudite? Ils ont 50 000 soldats sur place, ils le tiennent à bout de bras. C'est un régime où le droit des femmes, par exemple, est le plus bafoué au monde. Alors il faut arrêter de donner des satisfecit aux uns et puis de cacher ce qui se passe aux autres. Et puis il y a tellement de conflits dans le monde dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Yémen? Qu'est-ce qui se passe dans l'est du Congo? Il y a des milliers de morts, personne n'en parle jamais à la télévision. François Asselineau, la marine française souhaite que le prochain président de la République s'engage à lancer le chantier d'un deuxième porte-avions. Le Charles de Gaulle est en ce moment à l'arrêt jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 2018. Vous y seriez favorable? Moi j'ai dit qu'il faut, en tant que chef des armées, le président de la République doit veiller au maintien de l'armée française. Et j'ai pris l'engagement, je l'ai dit d'ailleurs lors du débat avec les 11 candidats, j'ai d'ailleurs été suivi ultérieurement par les autres, il faut faire passer le budget du ministère de la Défense, le ramener à ce qui était en 1981. En 1980, il était de 3% du produit intérieur brut, il est tombé à 1,6. Actuellement, les armées françaises sont quasiment au bord du collapsus. Je veux remonter à la fin du quinquennat à 3% du produit intérieur brut. Donc, effectivement, il faudra faire des choix. Je pense qu'effectivement, un deuxième porte-avions peut s'imposer, en effet, parce que sinon... mais il faut aussi avoir, dans un certain nombre d'armes, une modernisation. Il faut aussi avoir, par exemple, des navires pour surveiller notre zone économique exclusive, dont je rappelle qu'elle est la deuxième du monde, en particulier dans le Pacifique. Donc il faut effectivement réévaluer notre budget militaire. Réévaluer le budget militaire. Vous voulez aussi que la France se rapproche de la Russie, du monde arabe et de l'Amérique latine. Et de la Chine. Et de la Chine. C'est d'avoir une politique mondiale. C'était exactement la politique de coopération internationale. Il faut mener de front à la fois une politique de sanctuarisation du territoire national pour assurer notre indépendance nationale et ça, donc notre démocratie, mais aussi avoir une politique de dialogue avec l'ensemble François des pays du monde. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous voulez rejoindre l'alliance bolivarienne? Non, ça c'est un peu délirant, effectivement. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une alliance toute particulière avec le Venezuela. Mais je n'ai rien contre les autorités du Venezuela ni de Cuba, rien du tout. Mais je n'ai pas envie de faire des alliances avec ce genre. Moi, il faut que la France ait une politique mondiale. D'ailleurs, je pense que M. Mélenchon, je ne sais pas comment il va faire du rétropédalage, je pense, sur cette question comme sur bien d'autres. Allez, on passe au salon de l'UOIF qui va se tenir ce week-end au Bourget. Il change de nom, ça va s'appeler les Musulmans de France. L'UOIF qui est soupçonné d'être en lien direct avec les frères musulmans, organisation intégriste. Il y aura un débat intitulé « Pour qui voter ?» demain samedi. Tous les candidats sont invités. Est-ce que vous irez à ce salon? Ben écoutez, j'ai pas prévu. Moi, ce soir, je suis à Nice et demain, je suis à Marseille pour des meetings. D'ailleurs, on attend beaucoup de monde. Voilà, donc je ne sais pas si je fais, encore une fois, 0% dans les sondages, mais ce que je sais, c'est que je vais avoir beaucoup de monde à Marseille et à Nice. Et vous ne serez pas ce week-end au salon de l'UOIF? Mais non, mais je ne crois pas avoir été invité. Je ne suis pas sûr d'avoir reçu. Alors, normalement, tous les candidats ont reçu une invitation. Dans votre programme, vous voulez lutter, vous dites, contre les discriminations, notamment celles qui visent les Français d'origine arabe ou de confession musulmane. Vous faites comment? Je pense qu'il y a actuellement un discours général en France. Regardez ce qui s'est passé l'été dernier sur l'affaire du Burkini. Moi, je ne suis pas intervenu parce que j'estimais que c'était quand même une politique, toute une espèce de quelque chose qui était destiné à stigmatiser en particulier une partie de la population française. C'est-à-dire, vous voulez une France où les femmes peuvent se baigner en burkini?
Je pense que ce sont des débats qui ne sont pas, sur lesquels il n'y a pas nécessité de focaliser l'attention. Tout ça, ce sont des modes. Mais vous voulez autoriser Écoutez, moi, j'en sais rien. C'est pas... Vous savez, regardez les photos de 1900. Les photos sur les plages en 1900. Les Français, dans quel appareil ils allaient? Je vous parle de l'été prochain. Hein. Oui, oui. Mais moi, je pense que ça fait partie de ce genre de choses où on focalise l'attention des Français sur des détails et où on manque l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en ce moment, les Français ne dirigent plus leur propre pays et que l'essentiel, c'est qu'en ce moment, nous sommes entraînés vers des guerres illégales et vers l'effondrement de notre niveau de vie et de notre patrimoine collectif. Voilà, c'est ça l'essentiel. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie, c'est tout. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous ce matin sur CNews, candidat de l'UPR à la présidentielle. Restez bien avec nous sur CNews.